Ouais, ouais. Recording is on. C'est bon. T'as entendu? Ok. Bon, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Kevin. Je suis le fondateur de scrappingbee.com. Scrappingbee, c'est une API de web scrapping, donc d'extraction de données depuis le web. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit peu de background sur moi, pour vous dire un petit peu le chemin, etc. Et puis, je vais vous parler dans un deuxième temps de mes expériences avec le pricing. Et puis, à la fin, je répondrai à vos questions si vous en avez. Donc, du coup, moi, mon parcours, à la base, je suis développeur. J'ai fait des études de développement logiciel à Toulouse. Assez tôt, dès la fac, j'étais plutôt intéressé par l'écosystème startup. Du coup, en toute logique, j'ai fait mon stage. Alors, j'ai fait une licence professionnelle en développement logiciel. Et en toute logique, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une startup à Toulouse. Et le truc cool, c'était que cette startup, donc ça s'appelait Fiduceo. C'était alors ça a été racheté depuis, mais c'était un genre de Bankin ou Linkso, donc une boîte qui fait de l'agrégation bancaire. Et du coup, ce qui était génial, c'est qu'on était dans un incubateur qui s'appelait la TIC Valley à Toulouse. Et donc, il y avait plein de startups à différents stades. Donc, il y avait du très early stage, du bootstrapper. C'est-à-dire, il y a des gens qui sortaient d'études et qui allaient monter leur startup là-bas. Et puis, il y avait des sociétés un petit peu plus matures, 10, 20, 30 employés. Et il y avait des sociétés très matures. Par exemple, Sigfox notamment, c'est la boîte qui détenait tous les locaux d'ailleurs. Alors je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais à l'époque, ils avaient levé 150 millions d'euros. Enfin, c'était vraiment la grosse startup toulousaine. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir toutes ces différentes boîtes, tous ces fondeurs. Et chaque semaine, il y avait des conférences sur tout un tas de sujets. Puis il y a probablement eu des conférences sur le pricing d'ailleurs. Et du coup, donc je suis resté 1 an dans cette boîte et on s'est fait racheter boîte 12 employés. Donc c'était et du coup, je suis resté 2 ans chez Boursorama. Donc bon, complètement différent. C'est un peu choquant de passer d'une petite boîte de 10 salariés à un mastodonte de 1000 employés avec plein de process, toute la lourdeur qu'il y a dans une grosse société, mais aussi ça m'a appris énormément de choses sur le fonctionnement d'une grosse boîte, etc., etc. Et ensuite, donc, j'ai quitté Boursorama. En fait, pendant que je bossais chez Boursorama, donc je bossais toujours sur des problématiques de scrapping, comment aller scraper les comptes utilisateurs, donc les comptes qu'ils avaient chez d'autres banques afin de faire de l'agrégation. J'adorais ça, l'aspect technique, etc. Et je me suis mis à je décrivais, c'était des blogs très techniques où j'expliquais comment scraper le web, les différentes problématiques qu'on peut avoir quand on fait de l'extraction de données, etc. etc. Et du coup, quand mon blog a vraiment bien marché. En quelques mois, je suis monté à plusieurs milliers de visiteurs par mois. Et je recevais des mails très souvent de gens qui me disaient ah ben j'aimerais bien tel et tel sujet sur le scrapping, je veux en savoir plus, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas mal, c'est encourageant. Je vais écrire un petit e-book sur le sujet. Quand j'ai quitté Boursorama, je me suis mis en tête d'écrire un petit
En fait, moi, mon objectif, c'était de monter ma boîte à terme, mais comme j'avais pas spécialement d'idées à l'instant T, je me suis dit, bah, euh, tu vas commencer plusieurs mois et on verra par la suite. Et donc, j'ai écrit cet e-book. Ça m'a pris quelques mois. Et en fait, je savais que j'avais le moyen de distribution qui était mon blog, qui est assez élevé pour une niche euh, comme ça. Et donc, j'ai écrit l'e-book et je l'ai mis en vente sur mon blog. Et ça a été, on va dire, ma première confrontation avec le pricing et les expérimentations. En fait, donc à l'époque, quand j'ai écrit cet e-book, j'avais 23 ans. Donc j'avais 24 ans, 23 ans, 24 ans, je ne sais plus exactement. Enfin bref, j'avais 3 ans d'expérience professionnelle et tous les doutes qui pouvaient accompagner ça. C'est-à-dire que je me disais, voilà, tu sors un e-book sur un sujet très technique. Bon, j'avais d'expérience dans le sujet, mais quand même, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui est là. Du coup, vu que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le sujet, est-ce que vraiment je peux me permettre de pricer cet e-book plus cher qu'un e-book normal? Oui, non, etc. Enfin bref, il y avait beaucoup de questions. J'avais beaucoup de questions dans ma tête par rapport à ça, et beaucoup de doutes aussi. Mais en fait, comme je disais précédemment, j'étais vraiment à fond euh, dans l'écosystème startup, etc. J'avais énormément lu sur tout un tas de sujets, et notamment le pricing, et je savais que finalement, le conseil, un des conseils qui est souvent donné, peu importe le type de produit que vous faites, que ce soit que vous vendiez du SaaS, que vous vendiez un e-book, une formation, peu importe. Souvent, la startup wisdom, c'est de dire augmentez vos prix. Donc du coup, j'ai quand même, je me suis quand même fait violence et le premier pricing que j'ai mis pour l'e-book, c'était 19 $. Ça m'a vraiment fait mal de le mettre aussi cher quand je pensais que c'était cher. Et j'ai vu que ça partait plutôt bien. Je faisais pas mal de ventes, etc. Et je me suis dit, bon, je vais expérimenter. Je l'ai monté à 29 $. Et à 29 $, il n'y avait aucune différence sur le taux de conversion. Et puis, du coup, là, je suis tombé sur un blog post de Nathan Barry. Nathan Barry, c'est un mec qui a fait plein de trucs. Il y a très longtemps, il y a genre 10 ans, il était designer à la base, il me semble. Il a écrit plusieurs e-books sur le design, genre un ou deux. Sinon ça ne fait pas plusieurs. Et ensuite, il a écrit un e-book qui s'appelle Authority, qui parle justement comment écrire un e-book, comment le pricer, etc., etc. Et dans ce bouquin, il explique que le top, c'est de faire un pricing en 3 tiers. Et ce pricing en 3 tiers, alors vous pouvez vous demander mais comment on fait pour comment on peut faire 3 tiers pour vendre un e-book. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des genres de features ou des genres de bonus à votre e-book. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que pour mon pricing en 3 tiers, le tiers le plus bas, c'était seulement l'e-book. Le tiers du milieu, c'était l'e-book plus tout le code. Et le tiers ultime, c'était l'e-book, le code et un accès à un forum privé. Et donc, du coup, j'ai lancé ça. Alors, ça a énormément évolué, mais au début, c'était peut-être 19 $ pour l'e-book tout seul, 29 pour l'e-book plus le code, et 39 pour l'e-book plus le code plus l'accès au forum privé. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens prenaient soit le tiers du milieu, soit le tiers le plus gros avec l'accès au forum. Et j'ai joué sur ce pricing jusqu'à arriver à 29 $ pour l'e-book tout seul,
49 pour l'e-book plus le code et 69 pour l'e-book plus le code plus l'accès au forum. J'en suis arrivé là parce que je me rendais compte que c'était là où j'avais le meilleur taux de conversion et que si je mettais plus, le taux de conversion diminuait et c'était pas optimal. Alors je pense, pour être honnête, je n'ai pas passé énormément de temps à faire ça. C'est des petites expérimentations que j'ai faites parce que assez rapidement, j'ai eu d'autres priorités que les ventes de livres. Mais en tout cas, voilà, ça, c'était vraiment ma première expérience des changements de pricing d'un produit que j'ai fait. Et c'était vraiment une super expérience de faire ça sur mon premier produit. Et puis, c'était aussi une super chance que mon premier produit se vende comme ça, parce que évidemment, si personne n'achète votre produit, il n'y a rien à tester, quoi. Il n'y a aucune optimisation à faire. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que du coup, ça rejoignait totalement ce, euh, par exemple, moi, j'ai un truc que j'ai adoré, c'est la Startup School de Y Combinator en ligne. Donc, ils ont une vidéothèque incroyable sur tous les sujets possibles et imaginables sur les startups, dont le pricing. Et un des trucs qu'ils disent, c'est que, enfin, ils disent plein de trucs, mais en gros, le premier levier, une fois que vous avez un produit market fit, c'est d'augmenter votre pricing. Parce que, en fait, naturellement, et notamment les first-time founders, on a tendance à pricer très bas et c'est ce qui peut impacter le revenu le plus facilement et le plus rapidement. Et donc, du coup, après, pas mal de projets certains ont marché, d'autres non. Euh, et j'en suis. En fait, j'ai lancé avec Pierre, mon associé actuel, une boîte qui s'appelait Pricing Bot, un outil de price monitoring pour les gens qui avaient un e-commerce. Donc, en gros, ça permettait de monitorer les prix de leurs concurrents. Admettons que vous vendiez, je sais pas, des chaussures sur votre site e-commerce, que votre concurrent aussi, et ben, ça permettait de traquer les prix pour chaque produit du catalogue, de votre catalogue, ceux que vous avez en commun avec le concurrent, et ça envoie des alertes, etc., sur les baisses de prix, les hausses de prix, les stocks, etc. Ça n'a pas marché. On n'a jamais dépassé les 1000 $ de MRR pour plein de raisons. Des raisons principales, c'est que en fait, nous, on n'était pas du tout du monde de l'e-commerce. Du coup, c'était très difficile pour nous d'un point de vue de la distribution, de l'acquisition, etc. Et on a revendu le site à un concurrent. Mais un truc très intéressant sur ce projet, c'est que en fait, on était exposé à plein de contraintes de scrapping. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de Scrapping Bee, donc de faire une API qui permettait de régler plein de problèmes techniques liés au scrapping. Les deux problèmes techniques principaux liés au scrapping, c'est les navigateurs headless. Donc en fait, quand il y a de plus en plus de sites qui utilisent beaucoup de JavaScript, et pour les scraper, il vous faut un navigateur headless. Et ça, c'est très compliqué à gérer à l'échelle. Et l'autre problème quand on fait du scrapping, c'est les proxys. Pour plein de raisons. Par exemple, si vous scrapez des sites e-commerce, si vous allez scraper avec une IP française, vous allez avoir les prix en euros. Si vous voulez les prix en dollars, il va vous falloir une IP américaine, etc. etc. Ça, c'est un des premiers besoins en proxy. Et l'autre besoin, ça peut être le fait que certains sites vous bloquent au bout d'un moment votre adresse IP, donc il vous en faut plein si vous voulez beaucoup de données. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire une API qui packageait ces deux choses en un seul API, en un seul appel API. Et on a lancé Scrapping Bee. Et avec Scrapping Bee, on a fait également plein de tests de pricing.
sur toute l'histoire de la boîte. Donc, on a lancé Scrapping Bee en août 2019. Et en fait, au départ, lorsqu'on s'est positionné sur le pricing, on avait un petit peu les mêmes doutes, le même état d'esprit que ce que j'avais pu avoir au moment où j'ai lancé mon e-book. En fait, alors moi, personnellement, j'ai une opinion assez forte sur le pricing pour le SaaS B2B. Muriel, tu l'as dans ma bio si tu cliques sur mon personnage l'URL. Du coup, je disais, j'ai une opinion assez forte sur comment il faut pricer B2B SaaS. Si vous faites des recherches sur le pricing, vous tomberez souvent sur deux modèles principaux. En fait, c'est un choix stratégique. En gros, soit vous vous dites, voilà combien coûte mon produit, voilà le taux de marge que je veux, donc voilà le pricing qu'il faut que j'applique. Donc ça, c'est le modèle du cost-based pricing, ou ça peut aussi s'appeler cost-plus pricing. Et souvent, quand vous appliquez ce genre de raisonnement, vous prenez énormément en compte le pricing de vos concurrents. Et donc, ce qui mène logiquement à une course au prix, et ce qui peut, dans certains cas, amener à un nivellement vers le bas. C'est ce que les Américains ils appellent la race to the bottom. Et dans certains cas, ça peut très bien marcher. Par exemple, Amazon, ils sont totalement dans cette stratégie-là. Ça marche énormément, enfin, ça marche très bien pour eux. Et puis, à l'inverse, il y a le value-based pricing, donc le pricing sur la valeur perçue. Ça, c'est souvent les sociétés qui pricent leurs produits avec sur un modèle un peu plus premium. Là, il y a plein d'exemples de boîtes pour qui ça marche super bien. Par exemple, Apple, évidemment, ça marche super bien pour eux. Mais même dans le SaaS, il y a des boîtes qui ont un modèle vraiment value-based pricing et très premium. Par exemple, Intercom. Intercom, maintenant, il n'y a même plus les prix sur leur site. Si vous leur faites un devis, ça va être des trucs, ils vont vous chiffrer ça à 20 000 par an, 30 000 par an, 100 000 par an. Alors qu'à l'inverse, vous avez des boîtes qui font des chats comme Intercom et qui facturent ça 50 $ par mois, quoi. Et Intercom, ça marche très bien pour eux. Et bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, c'est un choix de positionnement. Mais c'est un choix qui a énormément d'impact sur toute la boîte, parce que de votre pricing va découler plein de trucs. Est-ce que vous voulez être vu? Est-ce que votre message, c'est on est les moins chers? Ou est-ce que votre message, c'est on est les meilleurs? Est-ce que, en fait, quand vous vous positionnez en mode on est les moins chers, vous allez attirer des clients qui veulent le moins cher. Et ces clients-là sont complètement différents des clients qui s'en fichent du prix. Par exemple, donc avec Scrapping, on avait, quand on a la launch, on a lancé avec un pricing, le plus bas, c'était 9 $ le plus bas, le plan du milieu, c'était par mois, et le plan le plus gros, c'était 99 $ par mois. Et la distribution sont des gens qui prenaient le plan à 9 $, puis 30 ou 40 20, enfin quelque chose comme ça. En gros, le plan à 9, c'était le plan le plus acheté. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que donc ça, on s'est rendu compte de ça bien avant de faire des expérimentations de pricing.
c'est que les gens qui prenaient le plan à 9 dollars, c'était les gens qui nous demandaient le plus de temps en support. C'était les gens qui étaient souvent En fait, typiquement, c'était des gens qui lançaient leurs projets en solo, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui nous demandaient souvent des discounts alors qu'ils avaient un plan à 9 dollars par mois. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, ça a donné des situations où on leur faisait des discounts de 20% sur le plan à 9 dollars et ils économisaient 1,80 $, ce qui peut-être était beaucoup pour eux, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ce genre, ça, c'était le genre d'interaction qu'on pouvait avoir. Et c'était en fait, au bout d'un moment, on se disait, mais quand et qu'on passe support avec lui, en fait, on perd de l'argent. Ça n'a aucun intérêt. Donc, pour ça, il y a plusieurs réponses à ça. La première réponse, c'est de dire, bon, bah, il n'y a pas de support pour les gens à 9 dollars par mois. C'est une réponse. Et la deuxième possibilité, c'est on enlève le plan à 9 dollars par mois. Et c'est cette possibilité qu'on a choisie. Donc, du coup, on a carrément enlevé le plan à 9 dollars par mois et le plan minimum, c'était 29, puis 99, puis on avait fait un plan à 199. Et on s'est rendu compte que le taux de conversion n'avait pas changé. C'est-à-dire qu'on avait le même taux de conversion avec le plan, entre le plan à 29 et le plan à 9. Et donc là, boum, d'un simple coup de baguette magique, on augmentait nos revenus par 3 sur le plan minimum, ce qui est absolument incroyable. Ça, c'est vraiment... donc ça, c'est mon expérience, mais si vous parlez à n'importe quelle startup qui a quelques années d'activité et qui a fait des expérimentations de pricing en SaaS, B2B, vous retrouverez ça partout. C'est incroyable. En fait, en B2B, il y a parce que évidemment, les boîtes sont sensibles au prix, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous vendez une entreprise, 9 dollars ou 29 dollars, ça n'a aucune importance. Et on en reparlera un petit peu plus tard, mais vous verrez que ça peut même aller beaucoup plus loin que ça. Donc du coup, évidemment, enfin, certains clients n'étaient pas contents de ça et peut-être qu'ils allaient à la concurrence à la suite de ça. Mais en tout cas, nous, on voyait très peu de différence sur les taux de conversion. Et du coup, on a quand même continué les expérimentations. En fait, il y a plein de manières de jouer avec les prix. Soit vous pouvez jouer avec le prix en soi, soit vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du feature gating, c'est-à-dire vous gardez la même structure de prix, mais vous limitez l'utilisation de certaines features à un tiers supérieur. Par exemple, si vous avez 3 plans à 29, 99, 199, vous pouvez dire, bon, ben voilà, cette feature, c'est que sur le plus gros plan, etc., etc. Et ça, on a un petit peu joué avec, mais les plus grosses expérimentations qu'on a fait, c'est vraiment sur le prix. Il y a un truc qu'on a fait à un moment donné, qu'on s'est rendu compte, et qui a aussi été assez incroyable, c'est que en fait, à un moment, on a introduit un plan à 249 dollars et on s'est rendu compte qu'il y avait donc c'est un plan qu'on a appelé le plan business qui donnait un certain nombre de crédits API par mois, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de boîtes qui prenaient ce plan-là, mais qui n'utilisaient pas du tout l'intégralité des crédits alloués par le plan, qui n'utilisaient pas du tout toutes les features du plan business, mais elle se disait juste, bon, bah voilà, nous, on est une grosse boîte, on voit que sur la pricing table, il y a 3 plans, on a besoin du plan business, on prend le plan business. Et en fait, les mecs s'en foutent, de toute façon. Enfin, quand vous vendez
à une grosse boîte, en fait, la personne, en fait, il y a plein de, il peut y avoir plein de scénarios, mais souvent la personne qui prend la décision d'achat, c'est pas son argent, ce n'est pas. En fait, elle se dit plus, est-ce que on a besoin de ce produit? Euh, oui, non, bon, j'achète, peu importe euh, limite peu importe le prix. Et du coup, on s'est rendu compte de ça, que vraiment, il y avait pas mal de clients qui prenaient le gros plan, alors qu'ils n'en avaient pas euh, forcément besoin ou forcément besoin tout le temps. Et ça, c'était super, super contre-intuitif, et ça nous a beaucoup appris. Euh, le, L'autre truc, alors je vois dans le chat, Muriel dit que tout dépend si c'est des grosses entreprises ou petites entreprises quand même. Oui, tout à fait. Tout dépend si c'est des grosses entreprises ou des petites entreprises. Ça n'a absolument rien à voir. En fait, la sensibilité au prix, euh, elle est, j'ai pas de règle absolue. Je peux pas vous dire les grosses entreprises s'en fichent, les petites sont très sensibles au prix. Parce que par exemple, en fait, il y a par exemple une petite boîte, une petite start-up et qui a levé des fonds, elle peut ne pas du tout être sensible au prix parce qu'elle se dit bon voilà, on s'en fout, on a 1 million sur le compte, on est en mode croissance, etc. Et à l'inverse, une petite start-up bootstrappée peut être très près de son argent et très sensible au prix. Et quand elle achète un logiciel, elle va comparer toutes les options et prendre le moins cher. Ça dépend vraiment de la boîte. Pareil, parfois, vous pouvez avoir même des consultants qui sont solo, qui s'en fichent du prix parce que de toute façon, c'est leur client final qui va payer. Mais en règle générale, c'est vrai que c'est plutôt les gens solo ou les petites boîtes euh, qui sont très sensibles au prix et les grosses boîtes qui ne le sont pas. Euh, je peux te donner des exemples. Par exemple, nous, à un moment, on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps avec les grosses boîtes, même en self-service, c'est-à-dire normalement le workflow pour prendre un compte chez Scrapping.me, c'est comme chez tous les SaaS, vous arrivez, vous vous inscrivez avec votre email ou n'importe quoi, vous cliquez sur un bouton, vous rentrez votre CB et vous payez. Bon. Eh bien, chez la plupart des grosses boîtes, ça ne marche pas comme ça. Il y a tout un process avec le département achat, il faut de la paperasse, etc. Et on se rendait compte que parfois, on perdait un temps fou avec ces grosses boîtes pour qu'elles finissent par prendre un plan à 29 dollars par mois. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, on va leur faire payer un prix premium parce que, bah, après tout, le temps qu'on perd à les onboarder, c'est du temps perdu. On ne peut pas se permettre de perdre ce temps alors qu'elles payent le tarif self-service. Et ce tarif, au début, c'était peut-être, je ne sais plus, 1000 dollars. Elles payaient sans broncher. Puis on l'a augmenté, on l'a augmenté, on l'a augmenté. Ça ne... En fait, si vraiment la grosse boîte veut votre produit, ils s'en fichent. Enfin, c'est tout à fait entendable euh, le fait que bah, vous avez plus de temps à passer avec eux qu'avec un client self-service. Et finalement, ils sont, enfin, en tout cas dans notre expérience, euh, ils sont bah, vachement moins sensibles au prix que d'autres types de clients. Et l'autre l'autre truc par rapport à ça, c'est que, en fait, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment se dire que le pricing, alors, au début, c'est une stratégie que vous devez choisir, mais au long terme, c'est peu importe la stratégie que vous choisissez, que ce soit le cost-based pricing ou le value-based pricing, c'est vraiment un process. Faut pas que vous vous disiez, bon, ben voilà, mon pricing, c'est ça. Votre pricing, il va évoluer, il faut tout le temps le tester. Nous, on continue encore de le tester. Encore le mois dernier, on a fait des modifications et on va continuer d'en faire jusqu'à vraiment atteindre ce qu'on pense être un pricing
optimal et probablement qu'on ne l'atteindra jamais, ce pricing optimal, vu que le produit change, le marketing change, tout change en permanence. Donc vraiment, un pricing, ça se teste en permanence. Alors, je vais répondre aux questions. Là, je vois qu'il y a pas mal de questions. Terminator qui demande, Scrapping fonctionne avec des API Credit. Un pricing full usage-based aurait apporté trop de confusion. Non, Terminator, c'est pas une histoire de confusion. Pour être tout à fait honnête, au début de la boîte, on a mis ce pricing avec ces crédits parce que c'était assez simple d'un point de vue de l'implémentation de faire ça, alors qu'un pricing usage-based, c'était plus compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, on est parti là-dessus. Surtout qu'en plus, si tu veux, on a mis du feature gating avec l'histoire de concurrence, c'est-à-dire que les gens, en fonction du plan qu'ils prennent, ils n'ont pas accès au même niveau de concurrence. Ils ne peuvent pas appeler l'API un même nombre de fois. Par exemple, avec le petit plan, ils peuvent l'appeler qu'avec un seul thread. Avec le niveau, le plan du milieu, ils peuvent appeler avec 10 threads, et avec le gros plan, avec 40 threads. Donc voilà, c'est pas. Je pense que, en fait, il y a dans le monde des SaaS qui font de l'API, il y a deux gros modèles, le modèle de crédit comme on a fait et le modèle basé sur l'usage. Les deux sont très bien. C'est juste, nous, on a juste fait le choix des crédits API par simplicité d'implémentation. C'est tout simplement pour ça. Et peut-être que ça va évoluer. Et Martin qui demande comment tu fais pour augmenter un prix d'utilisateur existant. Un paquet de makers que j'ai eu dans le podcast ne se voit pas le faire. Bah ça, c'est une grosse question aussi. Nous, typiquement, on n'a pas augmenté pour les utilisateurs existants, on n'a que augmenté pour les nouveaux utilisateurs. Une des forces en fait qu'on avait, enfin qu'on a toujours d'ailleurs avec Scrappingly, c'est que d'un point de vue du site marketing, ça marche vraiment bien. En gros, on a 40 000 visiteurs par mois sur le site, plus de 1000 trials par mois. Donc vraiment, on a des chiffres qui nous permettent de faire des expérimentations et d'avoir une réponse rapidement. Typiquement, quand on fait une modification de pricing, on peut faire un A/B test qui est statistiquement significatif dans une période de temps assez courte. En gros, un mois, quand on fait un changement de pricing, on a les résultats. Alors que si ton site, tu as 500 visites par mois, que tu as 10 trials et que tu as deux nouveaux clients par mois, ça va être dur de tester le pricing de manière statistiquement significative. Ton intervalle de confiance, il ne va pas être très élevé. Et bon, d'ailleurs, ça vaut pour tous les A/B tests. Si vous voulez faire de l'A/B test, il faut du volume. Et nous, du coup, à chaque fois, on ne fait jamais des micro-optimisations. À chaque fois qu'on fait un changement de pricing, c'est radical, quoi. C'est 50 pour plus. Enfin, c'est plus. Soit on enlève un plan, on en rajoute un qui est 50% plus cher. Enfin, on fait un truc vraiment qui est censé avoir un impact positif ou négatif, mais qui est censé avoir un impact, quoi. Et ça nous a beaucoup aidé de faire ces changements vraiment violents de pricing. Et moi, en fait, si je devais donner un conseil au niveau du pricing, si vous faites du SaaS B2B, c'est vraiment le conseil que vous retrouverez chez Y Combinator, que vous retrouverez partout, c'est vraiment augmenter vos prix et augmenter vos prix de manière significative. Surtout, en fait, moi, je vois ça chez tous les bootstrappers qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure, qui vont regarder, je ne sais pas, admettons que vous faites un concurrent d'une grosse boîte qui price très cher. Moi, le premier réflexe du bootstrapper, ça va être de se dire, bon, bah, je vais diviser le prix par 4. Mais vous n'avez pas à faire ça. Vous pouvez très bien soit lancer à peine moins cher, soit lancer au même prix, soit lancer plus cher. Je pense pas que ce soit un bon état d'esprit de se dire je vais être le moins cher
pour plein de raisons. Déjà parce que vous allez manquer. En fait, le coût d'opportunité, c'est le revenu que vous n'allez pas obtenir alors que vous aurez pu l'obtenir. Et puis, le fait qu'il y a, en fait, en tant que fondateur, nous, on connaît tout sur notre marché. Enfin, on connaît énormément sur notre marché, on connaît tous les concurrents, tous leurs prix, etc. Mais en gros, quand vous vendez en B2B, il y a une asymétrie d'informations. La personne qui va acheter votre soft, elle ne sait pas forcément quels sont tous les concurrents du marché, quels sont tous les prix, etc. Et puis, c'est même pas que c'est qu'ils s'en fichent en fait, c'est qu'ils sont tombés sur votre produit parce que vous avez eu un bon marketing, votre produit répond à leurs besoins, c'est un prix qui semble acceptable, en tout cas, le client obtient 10 fois plus de valeur que ce qu'il paye, il paye. C'est aussi simple que ça. Par contre, plus vous faites de la commodité, plus ce que vous faites c'est une commodité, plus le prix va rentrer en compte. Du coup, Martin, tu me demandes, du coup, tu as toujours des gens sur le plan à neuf. Je t'avoue que je ne sais pas, je pense, mais je ne sais pas. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, ça, dont je n'ai pas parlé, qui est hyper important, c'est le churn. Nous, on a remarqué, donc typiquement, le plan à 9, c'était un plan sur lequel le churn était affreux. Donc, churn affreux, support affreux et très peu de revenus par design. Donc, vraiment, c'était une grande leçon qu'on a pris avec ce plan à 9. Et étant donné il y avait énormément de churn sur ce plan à 9, petit à petit, il y a de moins en moins de clients. Je ne sais même pas si on en a encore sur le plan à 9. Serge qui demande volume, quel ordre de grandeur, à partir de combien de clients vous avez revu le plan A9? Je n'ai aucune idée, je vais pas te dire, je ne sais pas, peut-être 100 clients, quelque chose comme ça, peut-être 150 clients, je ne sais pas. C'est un peu l'ordre de grandeur. Et du coup, oui, donc ça, c'est assez marrant. Là, maintenant, on a plusieurs centaines de clients. Et donc, du coup, on a pu faire des statistiques sur le taux de churn par cohorte. Donc, la cohorte des gens sur le plan 29, la cohorte des gens sur le plan 100, sur le plan 249, sur les plans custom. Et il y a un truc très clair qui se dégage, c'est que plus les gens payent cher, moins le taux de churn est élevé. Ce qui est encore un argument en faveur. Alors le churn, mais c'est en français on dit attrition et en anglais c'est avec un C, churn. Donc c'est le pourcentage de gens qui vont chaque mois annuler leur abonnement. Donc généralement sur le SaaS, quand tu fais un produit SaaS, donc avec un abonnement récurrent, on va dire la moyenne, c'est peut-être 5% de churn mensuel. Si tu as 100 clients, tous les mois, tu en perds 5. Alors, ça, c'est un problème parce que, donc ça, je dis c'est la moyenne, mais en fait, ça ne veut rien dire ce que je dis. Disons que pour un SaaS B2B qui vend à des petites et moyennes entreprises, c'est 3 à 5%. Donc, c'est assez important parce que ça veut dire que si tu as 100 clients, au bout d'un an, comme tu en as 5% par mois qui partent, au bout d'un an, a priori, tu as perdu la moitié. C'est énorme. Donc, si tu vends à des grosses entreprises, CAC 40, etc., ton taux de churn, ça va être peut-être, je sais pas, même divisé par 5, ou même par 10. Parce que une fois que tu es rentré chez Total, généralement, tu y restes pour plusieurs années, quoi. C'est vraiment. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que quand vous vendez à des petites et moyennes entreprises, admettons, on prend le pire cas, vous vendez enfin, c'est pas le pire cas, mais admettons que vous vendiez à des startups, il y a 70% des startups qui meurent dans la première année. Donc, déjà, vous allez avoir un churn énorme, pas à cause de votre produit, mais à cause du fait que fondamentalement, structurellement, le marché à qui vous vendez, c'est un marché de boîtes qui coule dans la majorité des cas. Donc, du coup, taux de churn énorme.
Bon, voilà, c'était une petite digression là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas. Il y a des super ressources sur le pricing qui m'ont beaucoup aidé. Moi, je vous recommande, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est Startup School, je vais y arriver, de Y Combinator. J'aime bien aussi ce que vous pouvez retrouver. Donc, je vais vous envoyer une vidéo. Celle-là. Tout ce que vous pouvez lire d'Anne Martel, vraiment génial sur le pricing. Il y a aussi eu beaucoup de micro-conf. Micro-conf par Rob Walling sur ce sujet-là. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que vous aurez... En fait, il y a un truc qu'il faut... en tant que bootstrapper, qu'il faut un petit peu essayer de trier. C'est que souvent, quand vous allez lire des infos... par exemple, ce que vous pouvez lire de la part de Y Combinator, ça s'applique souvent aux boîtes qui sont financées à coup d'argent de VC. Ça ne s'appliquera pas forcément si vous avez votre boîte. En revanche, MicroConf, c'est vraiment une communauté de bootstrappers, donc vraiment, ça sera vachement plus actionnable comme conseil. Je vous recommande vivement toutes les confs qui touchent au pricing de MicroConf. Hello. Merci Kevin pour toutes ces infos sur le pricing, c'était vachement intéressant. Moi, j'ai vraiment apprécié. S'il y a des questions, comme j'ai dit tout à l'heure dans le chat, vous pouvez avancer vers l'estrade et venir poser vos questions sur l'estrade. Voilà. Si vous avez des petites questions, moi je t'en avais posé une sur le côté de pricing et tu as répondu. Tu as un peu parlé du côté comment tu prices vis-à-vis des concurrents ou vis-à-vis de la valeur perçue. La valeur perçue, c'est comment tu l'évalues toi, t'as un genre de framework un petit peu pour te dire c'est avec le retour des clients, c'est comment tu fais ça en fait? C'est en fait non. Enfin, la réponse simple c'est non. Vraiment, comme je te dis, on s'est dit on va vraiment expérimenter à tous les niveaux, que ce soit sur notre offre self-service ou sur les devis que nous donnaient les grosses boîtes. Et en fait, au bout d'un moment, par exemple, quand tu fais de la vente enterprise, donc à des grosses boîtes, et que tu discutes par email, machin, de pricing, il y a un truc qui est assez... En fait, tu sens quand ton pricing... Enfin, pour moi, en tout cas, tu sens que ton pricing est bon quand tu commences... En fait, c'est à chaque fois que tu fais un devis, il est accepté, c'est que ton pricing n'est pas bon. C'est que ton pricing il est beaucoup trop bas. Parce que normalement, si ton pricing était bon, tu devrais prendre quelques refus. Et donc, quand ça commence un petit peu à grincer, c'est que tu t'approches du bon pricing. Je ne sais pas si c'était si je réponds à ta question, si je réponds un petit peu à côté. Non, tu réponds clairement. Je te pose cette question en fait parce que c'est dans la même veine que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont du mal à augmenter leur pricing et de proposer une augmentation de prix à leurs clients actuels parce qu'ils ont peur. Donc du coup, c'était qu'est-ce que tu fais pour te rassurer finalement pour pouvoir tester les pricing et je pense que ce truc-là que tu as dit répondait bien et il y a une vérité là-dedans où à un moment donné, je pense que tu vas forcément te déranger avec ton prix et c'est OK. Mais il faut chercher justement cette tendance où tu vas un peu déranger, mais pas trop, pour avoir suffisamment de gens que... C'est ça. Et vraiment, moi, en fait, si vous voulez, je trouve que c'est vachement plus facile à faire quand vous êtes une petite boîte et que votre produit évolue beaucoup et que vous rajoutez plein de features.
que quand vous êtes une grosse boîte ou que le produit est le même. C'est un petit peu dur de justifier. Enfin, le mieux, en fait, c'est de pas justifier. C'est juste, voilà, le prix, c'est le prix. Ouais. Vous verrez bien si les gens payent ou si ça grince des dents. Et puis si ça grince des dents trop, c'est que c'est peut-être trop cher. Enfin, à la fin, c'est vos clients c'est le marché qui Qui décide décide. quel est le bon prix, quoi. Et une dernière question vis-à-vis de ça, tous les gens que tu aurais froissé avec un mauvais pricing, tu les recontactes, tu leur reproposes une nouvelle offre ou tu laisses tomber, tant pis. En fait, non, on n'est pas, on n'est pas des terroristes en termes de négociation. De toute façon, tout est négociable. Mais disons que si, enfin, bon là, je vais parler spécifiquement de la vente enterprise, dont je ne suis absolument pas un spécialiste d'ailleurs, mais bon, on a quand même pas mal de gros clients. En fait, si, admettons, je dis que le prix c'est 10 000 et que 10 000 par an et que je vois alors souvent ça va être avec le département achat que ça se décide ce genre de choses. En fait, il faut savoir que donc les départements achats, eux, leur objectif à chaque fois quand ils négocient avec des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs logiciels comme nous ou des fournisseurs de matos, c'est toujours de faire baisser les prix au maximum. Toujours de faire baisser les prix au maximum, remplir leur tableau Excel et expliquer que voilà, le devis c'était X et ils ont réussi à signer à X sur 2, que sur toute une année, ils ont fait gagner tant de millions à l'entreprise et bon, généralement, il coûte moins à la boîte que ce qu'ils sont censés lui rapporter. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, généralement, les départements achats sont assez durs en négo, mais si on dit 10 000 et qu'on me dit ah non, non, c'est beaucoup trop cher, notre budget c'est 2 000, ben, là, je vais même pas, enfin, je vais leur dire, bah, je suis désolé que vous n'ayez pas le budget. Maintenant, si on me dit oui, en fait, si c'est un processus de négociation où je vois qu'il y a un point d'entente qui est possible, là, on négocie. Ok, merci. Et, Enfin, et du coup, du coup, j'ai perdu la question initiale, d'ailleurs. non, non, c'était ça. Est-ce que si tu proposes un prix qu'on te dit non, est-ce que tu renégocies derrière? Et tu disais que du coup, c'est lié à la réponse, Ouais. si c'est ouvert ou pas, quoi, le dialogue. Ouais. Donc En fait, ce je qu'il faut vous comprends. dire, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a aussi un aspect dans le pricing, c'est avec quel genre de client vous voulez bosser. Si vous avez vraiment un client qui, dès la négociation du prix, donc quand vous faites de la vente enterprise, vous voyez que vraiment c'est l'horreur, la négociation est horrible, il vous demande des modalités de paiement, je ne sais pas quoi, il vous demande de signer des contrats custom, etc., etc. Vous savez que euh, ça va, en fait, ça part un petit peu mal dès le départ. Dès le départ, vous savez que vous avez bossé avec quelqu'un de difficile. Et à l'inverse, parfois, bon ben voilà, vous allez faire un devis et puis la personne va vous répondre, OK, envoyez-moi votre RIB. Et vous savez que ça va être vachement plus facile. Je pense qu'il enfin, je sais pas, je suis sûr, il faut savoir dire non sur plein de domaines et il faut savoir refuser des clients bah, quand vous voyez que dès la négociation, ça part mal. Je comprends ce que tu dis. C'est rigolo que tu dises ça parce que donc dans le côté non maker, côté freelance, j'ai un peu cette problématique-là où en fait, euh, j'ai corrélé mon prix à la simplicité d'exécution du contrat. En gros, Mhm. si enfin, je te propose une mission et que tu veux pas payer tout de suite, c'est plus cher. Et si tu veux payer tout de suite d'un coup, c'est moins cher. Parce qu'en gros, moins de complexité administrative, je suis sûr que tu as payé, il va pas avoir de problème. Tu me dis, ah, la boîte ferme finalement dans 2 mois, et du coup, on peut plus te payer. Enfin, tous ces Ouais. trucs-là.
Et je me demande si ça se fait pour les SaaS de dire, OK, ben enfin oui, ça se fait finalement parce que c'est un plan yearly, c'est ça. Oui, Si c'est tu ça, me ouais. payes d'un coup, c'est moins cher. Ouais. Tu fais des yearly ou tu fais que du Ouais. monthly, toi? Ouais, on fait des yearly justement pour. En fait, on fait pas en self-service, on fait des yearly pour les plans entreprises. OK, ouais. Et si tu te poses la question pourquoi on fait pas des yearly en self-service, parce C'est ma question que d'après. ouais, c'était en fait la réponse est simple comme pour le fait de ne pas faire du usage based, c'est parce que c'était vachement plus simple dans l'implémentation au départ. Et tu sais, enfin, le temps passe vite et on l'a pas encore implémenté et on le fera incessamment sous peu. Un jour. C'est super important. C'est super important l'early en plus. Ça permet de réduire le churn. Ça peut être intéressant aussi pour moi, par exemple. Il y a plein de services que je prends en yearly parce que je sais que je les utiliserai longtemps et autant. Enfin, souvent sur des SaaS, vous avez 20% de réduction quand vous payez à l'année, autant les avoir. Clairement. Toi, c'est 20% aussi sur Scrapping sur le plan yearly ou c'est plutôt variable? Pour le coup, généralement, les gens qui payent en yearly, des grosses boîtes. Et comme je te disais, nous, les grosses boîtes, c'est des plans custom, donc il n'y a pas vraiment de point de comparaison avec un plan self-service. Oui, oui, oui. Enfin, je sais pas OK. si je me C'est clair en tout cas pour moi. OK. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. C'est dommage que personne d'autre ait d'autres questions. Il n'y a pas dans la salle, peut-être Muriel, Serge, Terminator, Indy ou Evan? Ah, Muriel. Parfait. Normalement, je vais pouvoir parler. On t'entend. Tu m'entends? Ouais, ok. Oui. Ouais, non, c'est super intéressant en fait cette histoire de pricing. C'est vrai que du coup, moi j'ai fait un peu comme tu as dit au tout début, en fonction de, comme je t'ai dit, c'est SMS contact, et en fonction du prix que me reviennent les SMS et de ce que je veux gagner, je suis partie avec un pricing comme ça. Maintenant, Ouais. à voir déjà avec les premiers clients, parce que le premier client que j'ai eu, en fait, c'est parce que mon pricing était plus bas que ce que me coûtaient les SMS, en fait. Bon, j'avais fait des prix attractifs pour essayer d'attirer, mais en fait, ça a attiré du fait que ça payait pas les SMS, du coup. Donc, voilà, c'était une question un peu... quand tu lances quelque chose que tu n'es pas dans le marketing, dans la communication, voilà, quand tu es dev, c'est pas évident d'arriver à tout ça, quoi, je trouve. C'est vrai, mais comme après, en fait, c'est très personnel et je pense qu'il faut beaucoup prendre sur soi aussi pour arriver à à dépasser cette peur, le fait de dire ok, moi mon MVP c'est un truc ou pas d'ailleurs, mais je me sens pas de pricer ça plus cher que des acteurs établis, etc. Mais bon, comme je disais, si à un moment donné, si vous vendez un truc qui répond à un besoin, que les gens sont satisfaits de votre solution, le pricing, c'est pas forcément le prix de ce que vous vendez, c'est pas forcément quelque chose qui rentre beaucoup dans l'équation pour certaines entreprises en tout cas. Je pense que tu vois, et puis en plus là dans ce que tu fais, peut-être que la valeur pour le client, elle est assez. En fait, si dans ta stratégie de communication, etc., tu leur dis, bon, bah voilà, ça va vous permettre de fidéliser votre clientèle, d'augmenter votre revenu, etc., c'est vraiment. Tu as des gros arguments. En fait, je pense que c'est typiquement le genre de service où tu peux. Où en fait, le restaurateur ou je ne sais pas quelle autre entreprise qui paye pour ton service, elle peut très facilement obtenir 10 fois la valeur qu'elle te paye Oui.
en échange. Ça dépend le pain que ça résout et du coup. Ouais. Non, mais il faut vraiment que j'aille sur le terrain en fait et que j'aille montrer mon produit et que je me fasse déjà une idée. Je pense que ça dédramatisera un peu le côté pricing que je me mets de mon côté, quoi. Mais très intéressant pour te donner un peu de contexte, Muriel, donc en ce moment, moi, je bosse. Vous m'entendez, hein, oui. Oui, on t'entend. En ce moment, je bosse sur Social Selling AI, là, l'outil qui permet d'avoir tes stats sur LinkedIn. Et du coup, c'est bien. J'ai fait un truc très difficile techniquement à faire pour récupérer tes stats. Et j'ai des utilisateurs, dont une qui a payé. Et je communique pas mal avec elle pour améliorer le produit. Et j'ai fait un truc bidon qui m'a pris 5 minutes cette semaine parce que je faisais des posts LinkedIn et que c'était galère de changer les fontes. Parce on peut mettre du gras en fait sur LinkedIn, mais il faut aller sur un outil qui permet de trouver les Unicode qui permettent d'écrire en gras. Bref, c'est chiant. Et du coup, j'ai fait un petit tools qui est dans ton LinkedIn quand tu écris et tu peux mettre en gras. Et la cliente, elle m'a dit que là, elle comprenait la valeur et qu'elle était contente d'avoir payé. Alors que tout le truc que j'ai fait qui est super complexe pour gérer les stats, ça l'a pas. Elle a payé, mais elle n'était pas trop sûre, tu vois. Et c'est le petit truc que j'ai fait qui fait effet magie et ça, toute la perception de valeur a évolué. Tant qu'on n'a pas interviewé des personnes qui utilisent le produit, tu peux pas te dire, tu peux pas trop évaluer, on va dire, le besoin réel, quoi, et du coup le pricing que tu peux mettre derrière. Ouais. Et histoire, cette feature, je l'ai mis dans le plan gratuit. Donc je vais l'enlever du plan gratuit, je vais le mettre dans le plan payant. C'est clair. Ça servait à rien en fait. Enfin, je pensais que c'était un truc facile. Okay. On va pouvoir passer du coup à Indy 48. Merci Kevin et Myriam. Merci, c'était cool. À bientôt. Et on a peut-être Indy qui a des questions. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je m'appelle David déjà et j'ai juste pris ce pseudo qui est comme ça en fait par hasard. Et en fait, pour me présenter, parce que je ne suis pas présenté, en fait, j'ai envoyé un message à Martin il y a quelques temps parce que j'écoute son podcast et que je suis en train de créer une startup aussi. Et je suis solo founder. Donc j'ai des défis qui ressemblent à ce dont vous parlez. Et moi, ma question, donc là, pour être très précis, j'ai appris Bubble en fait, à coder, no-coder avec Bubble. Et j'étais assez impressionné par ce qu'on peut faire. Donc, en fait, je me fais des sessions longues pour résoudre des problèmes et faire des features les unes après les autres. Et je pense que dans une semaine ou deux, je vais lancer une première version de cette app. Ton produit ? C'est un produit qui va informer des utilisateurs de logiciels de gestion sur les fonctionnalités et autres informations utiles, parce que moi, à la base, je suis CFO de startup. D'accord. Et en fait, je m'intéresse aux outils, à la fintech et à tous les logiciels. Il y en a tellement que moi-même, j'étais perdu et je voulais m'en informer. Et j'ai utilisé ces recherches pour informer une communauté de CFO, experts comptables et même patrons de PME, start-up qui veulent en savoir plus. D'accord. Et donc, pendant longtemps, je ne savais pas quoi créer comme app. Et donc, je me suis mis à faire des contenus, parler de ces softs, créer un site, faire du marketing, mais je n'avais pas de produit. Et donc là, je construis un premier produit, en fait. Et ce produit va consister simplement à donner des infos sur des softwares, mais d'une nouvelle manière, avec une nouvelle UX, en fait. Je t'entends plus. Et toi, du coup, oui, tu m'entends là ? Ouais. Là, tu m'entends ? Allô, allô ? Ouais, je t'entends. Ok. Je disais, toi, tu m'entends ou pas ? Ouais, je t'entends. Ok. Ton modèle économique, du coup, c'est de l'affiliation, ça va être quoi ? C'est une bonne question. C'est pas encore arrêté, mais je pense que ça peut devenir à la fois de l'affiliation, mais ça peut aussi devenir de l'abonnement ou l'un ou l'autre, en fait. D'accord. Je ne sais pas. Ça va dépendre de qui utilise cette version de produit. Okay. Et en fait, la question que je me pose, c'est
quand on lance quelque chose comme ça, qui est une V0, une V1 qu'on appelle bêta, et que évidemment on dit que c'est gratuit, comment on passe, alors j'y suis pas encore, mais je me pose déjà la question, comment on passe de je communique sur une version bêta gratuite à je passe à une version payante et comment on passe de bêta à non bêta et comment c'est accepté par le marché. Voilà. Moi, je pense faire ça pendant 2 mois, en fait. Je pense lancer une version de 2 mois qui va consister à récolter les retours, les feedbacks, qu'est-ce que vous voulez de mieux, etc. Et continuer sur Bubble. Mais Ok. je sais bien qu'il va y avoir un moment où je vais me mettre à faire des features et je voudrais être payé, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. En voilà. fait, je pense que la bêta, il faut pas voir ça comme un. Ah, ça a coupé là. De mais plus. Tu as Oui, je dit disais, ouais, je disais que je pense que la bêta, il ne faut pas le voir comme un vivier potentiel de clients, mais plus comme une manière de récolter un maximum de feedback pour ton produit et d'itérer un maximum sur ton produit. d'accord. Et en fait, si tu es très honnête sur ta démarche avec tes bêta-testeurs, Mhm. de toute façon, il n'y a aucun problème le jour où tu passeras ton produit payant. Ce qui va se passer, comme ce qui se passe tout le temps dans ces cas-là, c'est que si vraiment ton produit est nul et personne n'en veut, il ne répond pas aux besoins, tu vas avoir 0 client parmi tes bêta-testeurs. Ouais. S'il répond un minimum aux besoins, aux problèmes de tes bêta-testeurs, tu vas avoir un petit pourcentage de clients. Et si Mhm. ça répond vraiment très bien et que tu as un produit market fit immédiat, tu auras peut-être 10% de conversion, 15%. Ok, donc il faut que je me sorte dans la tête pendant ces 2 mois d'en faire des clients. Il faut juste que je leur demande exactement ce qu'ils veulent et que je fasse un bon produit. Et puis, Et que tu essaies de les avoir au téléphone un ouais, maximum. ouais, bien sûr. D'ailleurs, Et j'ai pensé mettre une espèce de bouton où sur l'app, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, m'envoyer un message, en fait. Comme ça, ouais, c'est très direct. moi, il y a un truc qui a énormément bien marché pour Scrapping Bee au début. Ouais, C'est que, en fait, ce qu'on faisait, c'est que on offrait un certain nombre de crédits sur notre plateforme gratuitement pour les comptes de test. oui, Et on offrait 10 fois ce nombre de crédits s'ils prenaient un call avec moi. Et j'ai eu d'accord. des centaines et des centaines de calls comme ça, genre plusieurs centaines. Je faisais que ça. Ok. Euh, alors après, je ne sais pas comment tu peux l'adapter à ce que tu fais, mais peut-être que, en gros, si tu arrives à offrir quelque chose en échange, Ouais. ça peut être un bon moyen pour avoir les gens sur Zoom, tu vois. Et Oui. vraiment, ça, enfin, tu vois, c'est les centaines de calls que j'ai eu, ça vaut n'importe quel taux de conversion sur ta liste de bêta-testeurs initial, quoi. Ça a une valeur incroyable. Ouais, tout à Parce fait. que Ouais. le pire truc que tu as à perdre dans ta situation, c'est ton temps. J'en ai déjà perdu pas mal. Et donc, Mais, du coup, mais non, mais en fait, non, je dis que j'en ai perdu pas mal, mais en fait, j'ai gagné pas mal d'apprentissage, en fait, parce que quand tu investis ton temps là-dedans, en fait, bah, tu apprends le marketing, tu apprends à no-coder, et en fait, tu te rends compte que tu deviens autonome et que tu peux rapidement lancer des trucs ouais, sans dépendre de personne, et tu t'approches de ce que veut le marché. Donc, non, faut juste aller au bout, quoi. Mais ouais. ouais, ouais, c'est le temps. C'est pour ça qu'il faut pas que ça dure trop, trop longtemps à créer un produit, quoi. Mais ok, donc du coup, au bout de cette période-là, je pense que quand j'ai assez de feedback, mis de meilleures choses dans mon produit, c'est officiel, on passe en app normale et hop, les tarifs sont affichés, quoi. Ouais. D'accord. Et le truc aussi que tu peux, enfin, moi, je te conseille de faire, c'est
essayer de discuter vraiment avec tes utilisateurs potentiels pour voir, comment ils font actuellement pour choisir leur soft, combien de temps ils y passent, combien d'argent ils y dépensent, pour essayer d'estimer un petit peu dans la valeur perçue de ton offre. Bah, gagner sur ce que tu proposes. Et ça peut-être ça permettra de t'orienter sur le pricing et de sonder un petit peu la température. Exact. Donc, ouais, c'est ce que j'ai commencé à faire, on va dire régulièrement, mais de manière pas très organisée. Mais donc, j'ai des notes un peu partout, quoi, et des feedbacks très différents. Mais ouais, c'est sûr qu'il faut faire ça et continuer et le faire de plus en plus, quoi. Donc, ok, c'était juste pour savoir quel est l'ordre des choses et surtout ne pas confondre demander de l'argent alors que c'est pas prêt, quoi. Il faut vraiment faire l'un après l'autre, améliorer le produit pendant 2 mois, 3 mois et une fois que c'est suffisamment bien, faire payer. Voilà, quoi. Ok. Merci David. Merci. Merci. On peut passer à Evan. Tu as encore un peu de temps, Kevin? On va dire 5-10 minutes. Allez, on va essayer d'aller vite alors. Yes. Hello, je m'appelle Evan. Moi, je suis directeur des opérations dans une boîte qui s'appelle ONG Conseil. Je vais aller assez vite. C'est une petite question, hein, mais un peu plus loin dans la timeline. Au niveau de ton pricing, est-ce que déjà tu as un BP? Et est-ce que tu as lié ton pricing avec ton BP? Jamais un seul business plan. Jamais. Et je suis anti-business plan. En fait, je trouve que c'est quand tu bootstrap un projet, quand tu quand as une philosophie de bootstrapper, c'est de toute façon 99,9% des startups qui font un BP pour aller pitcher des VC ou même pour eux. Justement, je n'ai pas précisé, j'aurais dû, mais je parle pas de ça, hein. Là, tu vois, on est dans le Lemverse, on parle de Lemlist. Lemlist, ils ont un target, tu vois. Ouais. Et du coup, le target de 100 millions sous 4 ans ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il y a un BP derrière et que le pricing a peut-être un lien. Ok. En tout cas, dans notre cas, non, pas du tout. Nous, on s'est jamais dit. En fait, je suis assez. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, que j'aime bien, j'adore ce que fait YC par rapport au pricing, mais que tous les conseils, selon moi, ne s'appliquent pas aux boîtes qui bootstrap. Il y a un des conseils sur le pricing qui donne, c'est justement de ne pas faire ça, de ne pas se dire ma target c'est X millions. Dans la vidéo que j'ai linkée d'ailleurs, ils en parlent dans le chat. De ne pas se dire ma target c'est, je sais pas, 10 millions. Du coup, il me faut tant d'utilisateurs à tel prix par mois pour atteindre cette target. Parce que finalement, quand tu fais ça, tu retombes sur toutes les problématiques du cost-based pricing. C'est-à-dire que tu établis, t'établis un pricing sur quelque chose d'externe à la valeur perçue. Et c'est dommage. Après, bon, voilà, comme tu sais, moi, j'ai pas... Comme je disais, j'ai des opinions fortes, mais en vrai, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Mais je trouve que c'est... En fait, c'est tentant intellectuellement de faire ça, surtout pour les gens qui aiment, tu sais, penser de manière... comment dire qui aiment théoriser leur business un petit peu. Non, mais c'est un indicateur d'ego, quoi. Mais dans la réalité, en fait, c'était tellement... comme le pricing, personne n'en sait rien. À moins que tu le testes, tu ne sauras jamais quel est le bon pricing. C'est tellement... ça dépend du marché, ça dépend du temps, ça dépend de ton positionnement, ça dépend de 40 000 trucs. C'est trop... Je trouve que... Du coup, dans les 5 minutes, pour laisser le temps derrière aux autres de poser leurs questions, peut-être une petite question un peu à la con, mais est-ce que tu as déjà essayé de faire un x3 pendant une journée ou quelque chose comme ça? Pour le coup, comme tu vois, dès le départ, on était à 9, le plan minimum était à $9, on l'a multiplié par 3 pour monter à 29.
Non, j'avais envie de dire On a fait x10, d'autres mais j'ai pas expérimentations osé. comme ça où on a viré. On n'a jamais fait x10. Pour le plan minimum, on est passé de 9 à 29, puis de 29 à 99, et on est revenu en arrière à 99, et on l'a mis à 49, le plan minimum. Ok. Et ensuite, on a fait d'autres expérimentations en termes de feature gating, etc. Mais non, on n'a jamais été aussi radical que faire x10. On a fait x3, puis x3. Ok. Mais après, x10, pourquoi pas, hein, franchement, pourquoi pas. Bah, une fois que tu auras ton yearly, tu auras Allez. déjà plus de possibilités peut-être pour faire du package deal, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ok, ben merci, c'est tout pour moi. Merci Evan. Et du coup, une petite dernière et après, après on laisse Kevin s'échapper. Ouais, bonjour. Vas-y, Serge. Salut, Serge. Oui, juste une petite question rapide aussi. C'est comment tu définis ta période d'essai, tout simplement? Ta période d'essai, alors. Ouais, au niveau du Ok. pricing, tu n'as pas trop parlé de période d'essai, la durée, Ouais. le nombre de crédits, Alors, tout ce qui est bon, lié avec ça. en fait, je pense que c'est vraiment très dépendant du produit. Par exemple, si tu as un produit sur lequel l'onboarding est vraiment compliqué, je ne sais pas, admettons que tu fasses que ton produit, ça soit de l'email marketing. Genre, il faut que tu configures toutes tes campagnes d'emailing, toutes les conditions, les séquences d'email, etc., etc. By design, c'est 1-2 semaines de boulot pour les équipes marketing qui vont tester ton produit. Donc, tu ne peux pas y aller en mode hyper hardcore et faire une période d'essai d'1 semaine parce qu'en 1 semaine, ils n'auront même pas le temps de configurer ton tool. C'est pareil pour plein de SaaS. En revanche, nous, par exemple, c'est hyper simple à configurer. Enfin, c'est une API. Donc, je veux dire, si tu es dev, en 5 minutes, tu commences à utiliser le produit. Donc, du coup, nous, on pourrait se permettre de faire des périodes d'essai très courtes. On a fait des expérimentations comme ça sur nos campagnes d'emailing, de faire des périodes d'essai courtes, etc., etc. Et ça n'a. Alors, c'était il y a longtemps, donc peut-être que c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on revienne. Ça n'a pas trop impacté la conversion parce que, en fait, même si le produit est simple à utiliser, peut-être que, de toute façon, plus les boîtes sont grosses, plus finalement les choses prennent du temps, etc. Souvent, on a des gens qui finissent leur période d'essai qui nous demandent est-ce qu'on peut avoir quelques jours de plus, etc., etc. On n'a pas eu le temps. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est un peu ce que. Non, si, ouais. Je voulais savoir. Par rapport à ça. Si, ça répond à ma question et aussi, je voulais savoir justement l'impact sur la conversion. Et c'est intéressant de savoir que dans votre cas, ça n'a pas vraiment impacté. Ouais. Donc, vous n'avez pas eu besoin de beaucoup jouer. Ouais, dans notre cas, non. Peut-être que. Ok. C'était une simple question. Voilà, merci beaucoup. Ok. Avec plaisir. Merci Serge pour la question. Et merci Kevin pour ton temps. Je sais que tu as pris un peu plus de temps que prévu. Mais très très cool en tout cas. On a eu finalement plein de petites questions intéressantes. Je te laisse filer si tu veux. Moi, je vais couper l'enregistrement. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez toujours rester dans le cowork pour un peu discuter entre vous, entre nous. Moi, je vais pas rester longtemps, mais on peut faire ça après. Alors, laisse-moi couper. Ah, je peux pas couper l'enregistrement. Mince. Ben, en fait, comme je me suis reconnecté, du coup, il enregistre. Mais, je pense que si on raccroche tous, ça va couper. Ok, ça marche. Allez, salut. Salut. Bonne soirée.